Salut! Bonjour les amis. Donc, nous sommes lundi. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera publiée aujourd'hui ou demain. Dans ce cas-là, nous serons mardi. Euh, Petite vidéo, petite cartouche de vue du droit euh, de rentrée. Donc, ça va partir un peu dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas. C'était pour faire un petit bilan, non pas un bilan de l'été, parce que ça, on en a déjà parlé, mais de faire un petit bilan de la situation et aussi de vous présenter un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne et plus globalement sur le petit système médiatique que j'ai mis en place et que j'entends pérenniser. Alors justement, je voulais commencer par ça parce que l'actualité nous a montré à quel point la situation se dégradait. La situation se dégrade, la situation de la liberté d'expression se dégrade, et symétriquement, la propagande du système, la propagande de l'Empire et son relais chez nous est absolument déchaînée. Est absolument déchaînée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus un écart considérable entre la réalité, le réel, et ce qui est présenté par les médias du système. Ça renvoie à ce que disait un conseiller de George Bush Junior, l'ivrogne, euh, lorsque celui-ci était président des États-Unis. Il s'appelait Karl Rove et il avait dit, je rappelle la phrase en substance, en tout cas, c'est peut-être pas au mot près, il avait dit, nous sommes désormais un empire et c'est nous qui fabriquons la réalité. C'est nous qui fabriquons la réalité, le réel. Et second, c'est nous qui décidons ce qu'il va être. C'est assez fantastique. Et d'ailleurs, ça montre bien à quel point cette notion de narratif, qui est l'expression anglo-saxonne mais qui s'impose, euh, chez nous c'est plutôt le récit, mais de plus en plus on utilise le narratif parce qu'il renvoie précisément à cette construction artificielle du réel. Bien, donc on a d'un côté le déchaînement de la propagande et de l'autre côté la montée de la répression de la liberté d'expression, mais une répression à grande échelle. Une répression à grande échelle, donc on fera une émission spécifique autour de cela. On va parler ce matin, on va parler un peu de Pavel Durov, mais Pavel Durov, c'est un symptôme de ce qui est en train de se produire. C'est Emmanuel Macron qui a lancé une offensive probablement à la demande des États-Unis, peut-être relayée par von der Leyen, contre un, un réseau, contre une plateforme qui constitue et qui est utilisée en tant que telle comme un formidable outil de réinformation. Alors, il est aussi utilisé par des délinquants, il est aussi utilisé pour le trafic de drogue, peut-être pour les réseaux pédophiles. Toujours est-il que l'argument qu'on a opposé à la manœuvre judiciaire, tiens, au passage, c'est que le début, on va dire un peu de mal des magistrats, ils ont naturellement, non, ils n'ont pas exécuté tous les ordres, ils ont été au-devant des desiderata de ceux qui entendent transformer le néolibéralisme en un système factieux. Donc, ils ont accepté cette pantalonnade judiciaire pour essayer d'obtenir que Pavel Durov ou bien se soumette, ou bien avoir les moyens de fermer ce réseau. Parce que c'est ça qui est en jeu. Alors, pourquoi je vous parle de ça, en vous disant qu'on y reviendra, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la situation est délicate. La réinformation qui utilise tout un tas de voix, euh, des chaînes YouTube, des blogs, des médias spécifiques et dédiés, cette réponse pour la réinformation, cette réponse à la propagande du système, eh bien, elle est menacée. Elle est menacée par les sanctions administratives et judiciaires, et elle est menacée par l'asphyxie matérielle et financière. Alors, c'est pour ça que je commence par ça. Je vais vous demander
de nous soutenir. Je veux vous demander de vous engager un peu parce que nous en avons absolument besoin. Alors, il y a tous les problèmes matériels courants, dans la mesure où je souhaiterais qu'on se renforce sur les contenus, mais qu'on se renforce aussi sur la protection. Nous avons des besoins matériels qui sont assez importants. On n'est pas les seuls, hein. Je sais bien que les appels à la charité sont extrêmement nombreux sur les réseaux. Mais non, là, aujourd'hui, on parle de nous. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de vous rappeler qu'il y a plusieurs supports à notre expression. Il y a le blog, qui est déjà plus ancien. Abonnez-vous sur le blog. Il y a le compte Twitter X. Abonnez-vous sur le compte Twitter. Abonnez-vous aussi sur, bien que ce soit d'une médiocrité insigne, sur Facebook. Il y a LinkedIn. Il y a d'autres réseaux par lesquels nous passons. TikTok et Instagram, non, parce que ça, je reconnais qu'il y a un problème de temps. Puis surtout, je ne maîtrise pas très, très bien l'expression. C'est fait pour les plus jeunes. Bien. Donc, déjà, aider Vues du droit à, je vais dire, augmenter son audience, mais surtout parfaire sa maturité en tant que média de réinformation. Ensuite, je suis l'objet. Alors, il y a eu les attaques sur les réseaux, les attaques de trolls. Ça, je me débrouille pour me défendre. Il y a eu les attaques informatiques. On a eu quelques petits soucis et il y a un de nos auditeurs qui s'était proposé et on a mis en place certaines sécurités. Et puis maintenant, comme par hasard, commencent les agressions sur le terrain judiciaire. Je ne peux pas en parler pour l'instant, c'est difficile et il faut que je bien mesurer l'offensive qui est en cours, mais je crois que certains ont décidé de m'amener devant les tribunaux. Bon, alors, tout ce qui relève du droit de la presse, je connais un peu, mais ça, je vais dire, c'est un avantage. J'ai une vulnérabilité, c'est que ces procédures judiciaires, parce qu'il y en a probablement plusieurs, ces procédures judiciaires, eh bien, elles font intervenir des magistrats. Et chacun sait bien que mes rapports avec les magistrats sont particuliers, c'est-à-dire que je les critique de façon fréquente et parfois véhémente. Bon, je maintiens mon analyse et d'ailleurs, on en reparlera. Donc, voilà, c'est cette situation-là aussi qui nécessite que nous soyons soutenus. Et j'ajoute que nous avons un projet, mais sur lequel je reviendrai, on va faire une vidéo spéciale. Nous avons un projet qui va nécessiter peut-être la mise en place d'un, comme on dit, crowdfunding, c'est-à-dire un financement directement lié au projet, mais là aussi, on en reparlera sans surprise aucune. Il s'agira de quelque chose autour de mon livre Une justice politique, qui a désormais 4 ans. Il a été publié il y a 4 ans. Il reste totalement pertinent sur les analyses, si ce n'est qu'il faut l'enrichir désormais et le mettre à jour. Alors, je ne vais pas réécrire, c'est un boulot, il fait 600 pages, je fais des articles, me remettre à l'écriture d'un bouquin, pour l'instant, je n'ai pas très envie. En revanche, on va faire un podcast, on va faire je veux dire, un exposé, on va parler de ce livre, on va expliquer ce qu'il y a dedans au travers d'une vidéo qui sera en plusieurs chapitres, en plusieurs étapes évidemment. Et ce projet-là qui va nécessiter, lui, des moyens plus importants, des intervenants extérieurs, du travail de documentation, du travail de montage et de post-production, ce sera probablement un crowdfunding. Bon, voilà, nous avons des gros besoins, mais c'est important parce que je crois que à notre place, elle est plus modeste que d'autres, mais à notre place, je pense qu'on fait un boulot utile, et en tout cas, c'est ce que vous me dites, d'abord par votre fidélité, et souvent dans vos commentaires. Donc voilà, ça c'était le préalable nous concernant. Bon, eh bien écoutez, je suis en train de faire le montage quand est arrivée une petite nouvelle. Vous allez voir, ce n'est pas très, très important, mais ça caractérise bien la période. Sur des questions que j'ai abordées dans les minutes précédentes.
Dans les minutes précédentes, c'était il y a plus longtemps, mais ça, ce sont les miracles du montage. Eh bien, écoutez, j'ai reçu, quelqu'un m'a envoyé la copie d'une page d'un livre qui vient de sortir, écrit par deux chercheurs, alors qui ont pignon sur rue, Nicolas Lebourg, qui est un ami Facebook, qui me connaît, avec lequel j'ai déjà eu des échanges, et un autre qui s'appelle Olivier Schmitt, je ne sais pas qui c'est, mais d'ailleurs ça ne m'intéresse pas beaucoup, et ces deux braves gens, Lebourg se présentant depuis longtemps comme un chercheur universitaire sur les mouvements d'extrême droite en Europe et peut-être dans le monde, je ne sais pas, eh bien voilà qu'ils viennent de publier un livre qui s'appelle, alors il faut que je vous donne le titre parce qu'il est assez extraordinaire, le titre c'est Paris-Moscou, un siècle d'extrême droite. C'est publié au Seuil, hein. Pardon, c'est important. Donc, Paris-Moscou, un siècle d'extrême droite, si on pense que un siècle, ça nous renvoie à 1924, c'est-à-dire le décès, la mort de Lénine, le chemin vers le pouvoir du camarade Staline, euh, les rapports entre Paris et Moscou à ce moment-là, alors que ce soit les rapports d'État à État ou que ce soit les rapports du Parti communiste français et de l'international communiste dont le siège était à Moscou, il faut quand même le rappeler, c'est pas tout à fait l'extrême droite qui était concernée. Mais attention, nos chercheurs universitaires, on leur passe des commandes probablement, en leur disant il faut montrer que c'est les Russes. Alors il y a Madame Van Retegen qui a publié un livre sur le sabotage du Nord Stream, qui est un acte de guerre dont chacun sait qu'il a été mené par les États-Unis contre. C'est un acte de guerre contre l'Allemagne et accessoirement contre la France, qui y avait des intérêts. Eh bien, Madame Van Retegen est venue dire mais pas du tout. C'est les Russes, c'est les Russes. D'ailleurs, Merrick Garland, le nouveau, pas le nouveau, l'ancien, bientôt ancien attorney général, qui est le ministre de la Justice des États-Unis, vient de nouveau d'appeler l'attention sur c'est les Russes. Ils reviennent, ils veulent fausser l'élection et permettre que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. On connaît ça, c'est relativement pathétique, mais c'est pareil chez nous. C'est pareil chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Donc, j'ai un ami qui a été voir l'index et puis il a vu mon nom. Il me dit, c'est quand même curieux. Alors, je vais vous le lire. Je pense que le mieux, c'est de vous le lire pour vous montrer où est-ce que ça va se loger désormais que ce genre d'ânerie et surtout la complaisance de certains intellectuels pour jouer ce vilain petit jeu. Alors, bon, on fait du name dropping, voilà. Et donc, la campagne électorale pour les élections européennes a été particulièrement ciblée par Moscou, qui espérait faire élire en masse au Parlement européen des partis proches de ses intérêts. Ah, bon, donc, c'est les Russes qui ont tout fait pour que le Rassemblement national se retrouve à 34% et Valérie Ayer à 14, je crois, ou 15. Donc, s'il n'y avait pas eu les Russes, si l'on comprend bien cette littérature, s'il n'y avait pas eu les Russes, eh bien, Valérie Ayer aurait fait 80% des voix. Bon, donc, je poursuis. Alors, on cite un certain nombre de personnes et on en vient au principal. Le ministre des Affaires étrangères a même parlé de, entre guillemets, manipulation. Oh là 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 là. Stéphane Séjourné qui parle de manipulation quand on connaît son sérieux, hein, notre neuneu national. Il a même parlé de manipulation et a pour la première fois, publiquement, c'est sous la signature de messieurs Lebourg et Schmitt, et pour la première fois publiquement dénoncé les mensonges de trois personnalités d'extrême droite. Ah, donc mes deux universitaires cherchent que comment qu'ils sont pas rigoureux, hein, ils reprennent ça à leur compte. Donc ils citent les trois personnalités d'extrême droite qui ont menti. Si c'est Stéphane Séjourné qui le dit, c'est donc qu'ils ont menti. Caroline Galacteros, ancienne conseillère d'Éric Zemmour, ce que j'ignorais quand je l'ai reçue, il y a déjà 1 an et demi, peut-être, ou 2 ans, je ne sais plus, pour parler du conflit en Ukraine, et c'est une bonne spécialiste de géopolitique. Florian Philippot, je ne le connais pas, je vois très bien qui c'est, mais je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, je lui ai simplement jamais communiqué avec lui, et on y vient. Régis de Castelnau, entre parenthèses descendant du général Édouard de Castelnau, cet ancien avocat communiste, évolue depuis plusieurs années dans les cercles d'extrême droite pro-russe. Voilà. Bon, donc,
Je suis une personnalité menteuse d'extrême droite pour Nicolas Lebourg, dont je répète qu'il me connaît. Enfin, il me connaît sur les réseaux. Il sait très bien à quoi s'en tenir. Bon. Donc, vous vous rendez compte, c'est le descendant du général de Castelnau. Ça, je le savais. Le reste, je ne le savais pas. Mais que j'avais des fréquentations dans les cercles d'extrême droite pro-russe, le fait que je descende d'Édouard, ça, je le savais. Bon. Donc, on se demande ce que ça fout là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette référence? C'est débile. C'est du séjourné. C'est débile. Mais ils le reprennent. Cet ancien avocat communiste. Alors, cet ancien avocat communiste, ancien, c'est adjectif. C'est rapporté à quoi? Avocat? Je suis toujours avocat. Honoraire, certes. J'ai pris ma retraite, je n'exerce plus au quotidien, mais je suis toujours avocat. Avocat honoraire. Donc, ancien communiste, ça tombe mal. Parce que tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui me lisent, tous ceux qui me voient sur les écrans, et pas seulement ceux de notre chaîne, savent très bien à quoi s'en tenir. Ils savent très bien à quoi s'en tenir parce que, effectivement, y compris que, ce que je disais, bon, je suis toujours communiste, même si je considère que le Parti communiste français, dont je ne suis pas membre, hein, est un groupuscule social-démocrate, mais je me rattache toujours à ce courant d'idées et à cet engagement politique. Mais ça, tout le monde le sait. Je ne m'en cache pas, ça n'est pas un mystère. Enfin, voyons. Et donc, cet ancien avocat communiste, hein, évolue depuis plusieurs années dans les cercles d'extrême droite pro-russe. Bon, ben écoutez, j'évolue. Je ne sais pas très bien comment, parce que, en fait, depuis maintenant 6 ou 7 ans, je suis retiré dans ma grotte provençale. J'y fais un certain nombre de choses auxquelles vous avez accès d'ailleurs, on en a parlé. J'ai des amis que je fréquente, y compris des vieux potes de l'époque bolchevique, des cercles d'extrême droite pro-russe, mais je ne vois pas de quoi ils parlent. Alors, sur leur name dropping, je ne connais absolument personne. J'ai été invité une fois à l'ambassade de Russie, mais je dois dire que j'y ai été, je ne me rappelle plus très bien quand, pour une fête nationale, mais que cette ambassade, je la connais bien. Parce que du temps de l'Union soviétique, j'y étais un sacré paquet de fois. Je n'ai pas été chercher de l'argent. J'insiste. J'étais agent du KGB, prétendaient certains, mais je n'étais pas rémunéré. Bon, donc, non, je plaisante, mais venir dire qu'il évolue dans les cercles d'extrême droite, messieurs Lebourg et monsieur Schmitt, vous êtes des plaisantins. Mais pourquoi vous êtes des plaisantins? Pourquoi est-ce que vous travaillez de cette façon-là? Vous vous en référez, en le reprenant à votre compte, vous vous en référez à ce que raconte Stéphane Séjourné, c'est parce que vous faites un sale boulot. C'est-à-dire que vous voulez alimenter la propagande qui vise à tout faire supporter en responsabilité aux Russes. Je ne me cache pas d'être assez pro-soviétique ou soviétophile. C'est comme ça, c'est l'histoire. Hein, un certain nombre, et pas toujours à tort de mes amis, me traitent de vieux stalinien, c'est possible. J'essaye d'avoir une honnêteté intellectuelle. Elle m'est reconnue par certains d'entre vous et j'en suis touché. Mais alors, ce pro-soviétisme est peut-être le masque de ma russophilie, ou non, ma russophilie est peut-être le masque de ce pro-soviétisme, mais enfin, tout ça est parfaitement transparent, parfaitement clair, parfaitement avéré. Donc, pourquoi est-ce on me diffame, on me calomnie de cette façon-là? Alors, je m'en fous. Hein, vous imaginez, hein, je ne vais pas bouger, je ne vais pas aller faire des procès débiles. Tout ça n'a aucun intérêt. Monsieur Lebourg, que je connais peu, hein, je l'ai déjà dit, a perdu alors toute considération de ma part. Simplement, ce que j'entends pointer du fait de la méthode, et je parle de cette méthode, je disqualifie ce travail par rapport à moi, mais l'ensemble du bouquin doit être comme ça. C'est-à-dire, c'est un outil de propagande pour faire passer l'idée que tout est de la faute des Russes. C'est une propagande atlantiste. Nos grands spécialistes de l'extrême droite roulent pour Washington. Je suis désolé, mais je considère que c'est la réalité. Alors voilà, bon, écoutez, il n'y a pas de sommetier, mais il y en a certains qui le déconsidèrent.
hein, quand on les pratique. Voilà. Bon, eh ben écoutez, c'était pour nourrir un petit peu, hein, et vous voyez bien que j'en ai profité, c'était pour nourrir un petit peu ce que j'ai dit auparavant concernant la situation où nous sommes je veux dire, confrontés à une répression multiforme, à une tentative de nous faire taire. Et la diffamation et comment dire, les procès d'intention ne sont pas, enfin font partie des méthodes qui nous sont opposées. Donc, continuez à nous soutenir. Bon, passons à la situation dans notre pays. Alors, pendant l'été, j'ai fait une cartouche où je donnais mon opinion, où je faisais mon analyse de la séquence politique assez extraordinaire qui s'est produite dans notre pays. Donc là, nous sommes au début du mois de septembre, avec les choses qui ont quand même évolué. Il y a eu la nomination de Michel Barnier, il y a l'attitude du Rassemblement national disant on ne censurera pas d'autorité immédiatement, hein, on va attendre de voir ce qui se passe, ce qui a amené ce pauvre Bardella à dire rien ne pourra se faire sans nous. C'est bien, mon garçon, continue. Parce que ça veut dire que toutes les mesures éventuellement impopulaires, toutes les difficultés qu'il va y avoir, toute la catastrophe que va représenter l'adoption du budget, eh ben, si on en croit Jordan Bardella, ce sera à mettre au crédit ou au passif du Rassemblement national. Bon, je pense que c'est une bêtise qu'il a proférée, mais c'est son affaire, c'est pas la mienne. D'autres orateurs du Front national qui se sont exprimés n'ont pas présenté les choses de cette façon-là. Donc nous avons Michel Barnier, qui a été hibernatus, comme je l'appelle, qui a été sorti de son glacier savoyard et qui a été nommé Premier ministre. Il a un an de moins que moi, dites donc. Bon, donc on peut être Premier ministre, hein, je le dis à Emmanuel Macron, on peut être Premier ministre à cet âge. Toujours est-il que, enfin je parle de moi là, toujours est-il que c'est totalement extraordinaire, c'est-à-dire qu'après la séquence, on se retrouve avec quelqu'un qui est un représentant, qui présente deux caractéristiques d'ailleurs, qui est un représentant du parti qui a fait le moins de voix, du parti représenté à l'Assemblée nationale ou à peu près, ce qui est quand même fantastique. C'est les LR se sont effondrés, hein, ils représentent, c'est un parti, un mouvement croupion. Bon, nous verrons ce que ça donnera plus tard. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il appartient au système qui, depuis 40 ans, a mis ce malheureux pays dans l'état où il est. En plus, il est européiste, c'est-à-dire qu'il a été de tous les mauvais coups, de toutes les cochonneries qui ont été faites. Et aujourd'hui, on nous présente comme un sage qui va rétablir de la sérénité, de l'ordre et du calme. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais il va arriver sur un terrain miné. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, si le système ne va pas finir par exploser, si peut-être on assistera à un départ d'Emmanuel Macron avec une présidentielle anticipée, je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les mèches sont allumées. Pas que chez nous, hein, pas que chez nous, mais je pense que c'est quelque chose de caractéristique. Alors, ça peut récupérer un peu de calme, un peu de sérénité. Ça peut peut-être durer jusqu'à l'année prochaine, avant la possibilité d'une nouvelle dissolution, je ne sais pas, on verra bien. Mais ce qui est clair, c'est que on essaye de nous vendre une analyse selon laquelle, finalement, bien que battu, le 7 juillet, il a été battu. Le RN a été battu puisque 66% des Français ont dit on ne veut pas du RN au pouvoir alors qu'il était annoncé comme en posture d'y arriver. Bien. Donc, là, c'était quelque chose d'assez clair. Et comme aujourd'hui, la gauche entre guillemets, hein, toujours entre guillemets la gauche, toujours, parce qu'en France, elle n'est pas de gauche, la gauche, et ça fait longtemps. Donc, cette gauche a surtout consacré toutes ses forces à, je l'ai déjà dit, effacer les traces de son ralliement
du 30 juin à Macron. Quand je dis ralliement, non, ils sont alliés. Ils sont alliés depuis le début. Macron était le candidat du Parti socialiste en 2017. Il a été élu par l'électorat socialiste aussi, pas seulement, hein, et la plupart de ceux qui le soutenaient sont des gens issus du Parti socialiste. En 2022, c'est pareil. La gauche appelle à voter pour lui. Et ensuite, les deux premiers ministres de cette première partie de la législature, ils sont socialistes. Madame Borne et Monsieur Attal. Alors, socialiste un jour, socialiste toujours. Bon, ils ont rallié le macronisme, mais ils sont restés socialistes. Socialistes au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire des sociolibéraux qui trahissent à la première occasion. C'est très simple. Bien, donc, ça a été le cas le 30 juin, avec cet appel au désistement et au front républicain pour empêcher les nazis qui mangent les petits-enfants d'arriver au pouvoir, eh bien, ce ralliement, il faut le masquer, il faut l'effacer. Et c'est toute espèce d'absurdité, ce discours curieux qui consiste à dire nous avons gagné. Ah bon, vous avez gagné 27% au premier tour. La gauche a un de ses plus bas étiailles de l'histoire de la République, mais non, 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 on a gagné, on a gagné. Et donc, la situation, ils ont un groupe, non, je n'utilise pas le bon terme. L'alliance électorale dispose de groupes qui, amalgamés, permet d'arriver à 190 ou un peu plus, un peu moins de députés. Le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est celui du RN. Bon, parfait. Donc, ce discours pour dire on a gagné, on a gagné, on a gagné. Le problème, c'est que Macron leur a dit sûrement pas. Alors, on avait sorti une espèce de Macron en jupon pour porter le flambeau. Et puis, bon, on se retrouve gros gens comme devant à la suite de la séquence. Hein, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit, le fait de prétendre qu'on avait gagné, de réclamer Matignon, c'était être payé pour le fait d'avoir sauvé Macron le 7 juillet. Parce que c'est ça. Bien. Alors, aujourd'hui, on met en avant autre chose, toujours dans cette entre guillemets gauche. On dit voilà, ben oui, le Rassemblement national est au pouvoir. Alors, si Bardella dit des bêtises comme ça, effectivement, ça va nourrir cette thèse. Mais si on regarde bien, et je me suis un peu trompé. J'ai fait un article là-dessus en me disant, voilà, bon, aujourd'hui, c'est quand même le fruit du Front républicain, c'est quand même d'avoir mis euh, le Rassemblement national dans une position d'arbitre. Est-ce que c'est aussi clair que ça? Alors bon, il y a eu des coups de fil, il y a eu des rencontres, j'en sais rien, qu'on ait demandé à Marine Le Pen si il voterait automatiquement la censure, ce avaient dit qu'ils feraient avec Xavier Bertrand et avec Cazeneuve. Je ne sais pas, mais je pense que c'est probable parce que ça me paraît normal et logique. Et donc, Marine Le Pen a dit, voilà, nous ne voterons pas automatiquement la censure. Ah, donc c'est eux qui tiennent la corde du pendu. Eh bien, c'est pas si simple, parce que sous la Ve République, on ne vote pas la confiance. On contrôle le gouvernement en votant la défiance. C'est-à-dire que, le gouvernement peut demander, le discours de politique générale peut demander un vote, etc. D'accord, ok. Mais pour le renverser, il faut une motion de censure. Donc, c'est une confiance négative. Donc, c'est la défiance qui permet de le renverser. Or, si on regarde l'Assemblée nationale, eh bien, désolé, le Rassemblement national, s'il dépose une motion de censure, on peut être tout à fait tranquille que ni la, je fais ça à l'américaine, entre guillemets gauche, ne va pas la voter. Les autres partis, les macronistes non plus, on peut être tranquille. Hein, les 200 et quelques, merci le NFP de nous en avoir permis d'en garder 100 de plus que ce qui était prévu. Et, et ensuite, les LR non plus. Donc, si le RN prend l'initiative d'une motion de censure,
il sera avec ses 142, 3 tout pliés, députés, et la censure ne sera pas votée. En revanche, si c'est la gauche, forte de ses 190 sièges, qui dépose une motion de censure, c'est une autre musique. C'est une autre musique, parce que là, les choses sont un petit peu différentes. Il y a déjà chez les macronistes des gens euh, qui sont, je veux dire, en train de dire ah pas n'importe quoi concernant le RN, tout ça, sur l'immigration, qui commencent à dire on va repartir vers la gauche, comme Macron n'est pas renouvelable, il est quand même extrêmement affaibli, très impopulaire, donc on va s'en démarquer, hein. On a vu l'initiative d'Édouard Philippe qui est venu dire bon, attendez, hein, pour remplacer l'autre Guignol, là, je suis candidat. Hein. Alors, quand ce sera nécessaire, hein, 2027 au plus tard, mais peut-être avant. Donc, toujours est-il que pour que le RN puisse utiliser son pouvoir, c'est cette situation qui lui est faite de faire dépendre le gouvernement de sa décision de voter une motion de censure, pas si simple. Il faut que ce soit d'abord la gauche qui ait déposé cette motion de censure. Donc, ceux qui tiennent plus que le RN, le gouvernement Barnier, à mon avis, c'est le NFP. Bon, écoutez, c'est le bazar. C'est le bazar. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est tout à fait imprévisible. Tout à fait imprévisible. Mais je pense que euh, ça n'est pas plus sérieux de dire que le RN tient tout, hein, et de faire comme M. Bardella, que rien ne peut se faire sans eux, tout comme il n'est pas sérieux de prétendre que le NFP est un parti résolument d'opposition au macronisme. Ils viennent pour la énième fois de démontrer que lorsque c'est nécessaire, c'est sa mission historique, de cette petite bourgeoisie urbaine, c'est de venir sauver les tenants de l'oligarchie actuelle. Bien. Bon, alors on va encore dire que je suis caricatural, que c'est pas exactement comme ça que ça se joue. Écoutez, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est clair que c'est une situation que on a jamais connue. Une complexité qu'on n'avait pas imaginé pouvoir être issue du fonctionnement de la Ve République. Nous verrons. Bon, actualité internationale maintenant, une actualité importante parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde et je pense qu'on va avoir un automne très agité et tout à fait essentiel pour l'avenir du monde. Alors, pour commencer, on va parler de ce qui se passe à Gaza, cette affreuse tragédie. Euh, il y aura beaucoup à dire, on va y revenir plus en détail. Chacun de ceux qui nous suivent connaissent mes positions. Je considère que nous sommes en présence d'un génocide. Alors, je vais encore répéter pourquoi est-ce que je me prononce de cette façon. C'est que je considère, je suis juriste, je suis doctrinaire, donc j'ai travaillé sur la doctrine, j'ai enseigné, j'ai écrit, mais j'ai été un praticien bien sûr, et à partir de cette expérience, mes analyses jouent un rôle à leur place, hein, modestement, puisque je rappelle que les sources du droit sont au nombre de quatre: la loi, la jurisprudence, la doctrine et la coutume. Donc, la doctrine est une source du droit importante. Donc, c'est ma position doctrinale. Elle n'aura pas d'effet opératoire et d'effet normatif obligatoire que cette qualification, elle est celle que je mets dans le débat. Et pourquoi est-ce que j'ai cette position? En reconnaissant qu'il n'y a pas de décision judiciaire qui donnerait efficacité
à cette qualification. La CIJ ne s'est pas encore prononcée, c'est très long. Elle a dit qu'il y avait un génocide plausible, elle a donné des injonctions en aucun cas respectées. L'État paria qu'est devenu Israël ne respecte jamais le droit international. Et donc, il n'y a pas eu encore pour l'instant une décision judiciaire qualifiant ce qui se passe à Gaza, et j'ajouterai en Cisjordanie, de génocide. Il y a eu une autre décision qui était un avis donné à l'Assemblée générale des Nations unies sur le fait que Israël fait régner un régime d'apartheid illégal et commet par conséquent des infractions graves au droit international par la même CIJ. Bon, mais là, je parle du génocide et malheureusement, celui-ci se poursuit avec une espèce de fuite en avant assez terrible de l'État d'Israël, euh, dont on se demande où est-ce il va aller comme ça. J'entendais Emmanuel Todd qui disait à quel point ce problème était pénible pour lui et disant qu'on allait dans le plus difficile désormais. Je pense que c'est vrai parce que Israël, il ne faut pas se raconter d'histoire. La politique qui est celle aujourd'hui de l'État d'Israël est celle des gouvernants qui ont été portés au pouvoir par le peuple israélien après des élections à plusieurs reprises. Donc il y a un accord, et les études d'opinion le montrent, même si dans la population israélienne et dans les communautés juives internationales, il y a énormément de gens des gens extraordinaires qui sont des obstacles à l'antisémitisme. On peut ne pas essentialiser quand on les entend à quel point ils sont capables, je veux dire, de prendre leurs responsabilités, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, ceux qui viennent dire quand le grand rabbin d'Israël a fait euh, ces déclarations sur un plateau qui était épouvantable. Épouvantable, je veux dire, prétendre que le critiquer, c'était antisémite, ça a été fait, hein, ça a été fait. Bon, il y en a qui ne se sont pas gênés, est absurde, parce que c'est en tant que grand rabbin, c'est, et par conséquent juif qu'il l'a fait, mais ça ne veut pas dire que tous les juifs sont essentiellement sur cette position parce que juifs, c'est grotesque. Bon, donc oui, je mets cette parenthèse pour rendre hommage à certains. Je pense à Gideon Lévy, je pense à Norman Finkelstein, je pense à Gizad Almond, je n'arrive pas toujours à bien prononcer les noms israéliens qui doivent mieux se prononcer en hébreu. Donc voilà, non, bon, il y en a plein d'autres, on les trouve sur les réseaux, et ça, je dirais que ça remonte le moral quand même, hein, ça remonte le moral. Alors, je reviens à ce que disait Emmanuel Todd. Malheureusement, Israël est enfermé dans une espèce de fuite en avant avec des ministres épouvantables, les Ben Gvir, les Smotrich. Alors, ce sont des gens qui sont des néo-nazis, soyons clairs. Moi, ils sont toujours au pouvoir, ils sont toujours au gouvernement, sans compter bien sûr Netanyahou. Et donc, euh, Emmanuel Todd dit que ceux qui sont opposés à ce que fait Israël s'en vont, je crois que c'est une réalité, et ceux qui sont pour ce suprémacisme, pour cette épuration ethnique et pour ce que, et je me répète, je qualifie de génocide au sens de la Convention de 1947. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis maintenant. C'est bien quand je dis que je fais une analyse d'homme de doctrine, je le fais à partir du droit. Et ça, c'est la loi. La Convention, elle a été signée par Israël, elle s'oppose à Israël. Donc, je considère, moi, j'analyse ce qui se passe et je considère qu'on est en présence d'un génocide au sens de la Convention de 1947. Vous le savez, là, je radote, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il faut continuer à le faire. Alors, ce que je vais faire concernant Gaza, Joe Sacco, qui est un dessinateur de bande dessinée extraordinaire, extraordinaire. Alors, bon, j'ai eu cette maladie aussi. Je suis grand amateur de bande dessinée. Alors, j'ai bien connu l'école de Bruxelles. Moi, c'était bien évidemment Tintin, Black et Mortimer et Alix. Bon, fondamental, tout ça. Puis tout, naturellement, je pense que Hergé est un génie extraordinaire, mais que probablement le meilleur
au niveau du dessin et de l'expressivité de celui-ci, c'était Franquin, l'admirable Franquin, avec Spirou, Gaston Lagaffe et Modeste et Pompon. Là, je m'adresse aux boomers, hein. Modeste et Pompon, rappelez-vous. Bon, donc, je reviens à Sacco. Il fait des reportages, parce qu'il est journaliste, des reportages dessinés exceptionnels. Exceptionnels. Il utilise le crayonné, c'est du noir et blanc, c'est souvent très gris, hein. C'est pas seulement noir et blanc, c'est souvent très gris parce que lorsqu'on referme un bouquin de Sacco, il faut un petit peu se reprendre parce qu'il a une vision totalement désespérée, hein, du réel. Bon, alors j'invite bien évidemment, il y a celui sur la Palestine, mais il y a ceux aussi sur la guerre en Yougoslavie, il y a la fresque qu'il a fait sur la bataille de la Somme, il a dessiné dans une fresque immense tout comment dire, le départ de l'offensive de la Somme. Hein, et 27 000 morts dans la journée, et d'aucuns prétendent que le bilan était acquis au bout de la première heure d'assaut. Hein. Bon, donc vraiment, Sacco, à ne pas manquer, il se trouve qu'il a fait un album sur Gaza, dont j'ai vu des extraits importants en anglais. Il sera publié le 11 septembre en France, parce qu'il y a une maison d'édition qui a fait cet effort, et bravo. Donc j'y reviendrai. Hein, je l'ai commandé, je vais la voir et je reviendrai sur cet ouvrage, parce que je crois qu'il a une dimension. Il est américain, Sacco. Il est d'origine maltaise, il est américain. Je crois qu'il y a une dimension symbolique extraordinaire dans ce travail qu'il a fait. Et ce travail est absolument indispensable si on veut regarder ce qui se passe avec les yeux, je veux dire, de l'humanité. Parce que la façon dont, depuis bientôt un an, ce massacre se poursuit, dans le silence en Occident, et pas qu'en Occident malheureusement, en tout cas dans l'inaction de la communauté internationale, et cette fois-ci je prends ça au sens large. Je prends ça au sens large. C'est pas seulement l'Occident, hein, y compris les BRICS ne sont guère actifs. Eh bien, il faut de nouveau regarder ça, il faut de nouveau se dire que ça ne peut pas durer, et si on peut, chacun à sa place, essayer d'obtenir que ça cesse. Voilà pour ce qui concerne Gaza. J'allais oublier, après avoir parlé de Gaza et d'actualité internationale, je n'ai pas parlé de l'Ukraine et de la guerre qui s'y déroule, pour une bonne raison, c'est que nous allons faire une vidéo dédiée spéciale. Enfin, pas spéciale d'ailleurs, ce sera le numéro 90 de ce que nous faisons depuis maintenant 2 ans et demi, sachant que sur le terrain, je ne dirais pas qu'il ne se passe pas grand-chose, il se passe plein de choses, mais c'est quelque chose d'assez méthodique, de lent. C'est particulier, c'est la guerre du 21e siècle. Et sur le plan géostratégique, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil. Les plaques tectoniques bougent lentement. Donc, nous ferons un point en essayant de ne pas faire de la redite par rapport à tout ce qui est produit sur les réseaux, en gardant notre spécificité avec l'ami Hervé Carès et peut-être, s'il est disponible, avec l'ami Alexandre Robert. Voilà, donc pas d'inquiétude, nous aurons le générique, nous aurons Maria Zakharova et nous aurons la compétence de mes partenaires. Voilà, allez, à plus. Bon, pour terminer, je voudrais parler de 2 événements qui se sont produits récemment et qui me semblent poser la question de la liberté au sens large. Liberté publique, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, et du rôle profondément négatif que jouent les appareils judiciaires, pas seulement en France, mais dans tous les pays occidentaux, pour mettre en cause cette liberté, ces libertés. Je préfère effectivement utiliser le pluriel. Alors, c'est l'objet de mon bouquin, bien évidemment.
J'en parlerai dans la série de podcasts, mais là, il s'en est produit deux. Alors, je vais en profiter aussi pour caractériser ce qui se passe, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et qui ne peut effectivement, dès lors que vous attribuez à la justice d'autres objectifs que les siens propres, ça ne peut se faire qu'au détriment des libertés. On a un bel exemple avec les États-Unis où je veux dire, l'utilisation des procédures contre Donald Trump est totalement caricaturale. C'est impressionnant pour essayer d'éviter que, éventuellement, il soit réélu président de ce pays. Alors, on lui a trouvé un adversaire, une adversaire qui est quand même assez, assez étonnante. Assez étonnante. Bon, en France, on est là à plat ventre, hein, naturellement, tout le monde s'est précipité. J'ai même vu un dirigeant du Parti socialiste venir saluer sa désignation par la Convention démocrate, parce qu'elle n'a jamais été élue, elle n'a pas eu une voix. Bon, elle a pris en cours de route parce que le Biden était quand même plus présentable. Et donc, ce dirigeant socialiste, ben, il a fait un tweet d'éloge et de joie devant cette intronisation et avec sa persuasion qu'il voulait faire partager euh, de- sur l'élection de Kamala Harris, il l'a tout simplement rédigé dans la langue des maîtres, en anglais. Bon, c'est comme ça. Alors oui, les deux choses dont je voulais parler, c'était l'affaire Durov. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceux qui disent que c'est une opération strictement judiciaire profèrent une blague. C'est absolument pas le cas. L'État français, pour différentes raisons, on en saura un peu plus au fur et à mesure que l'information progressera, l'État français a décidé de faire un carton sur le patron d'un des premiers sites, une des premières plateformes, pardon, de réinformation et de communication du monde, Telegram, qui a pris une importance tout à fait considérable. Et dans la lutte qui est menée à ce niveau-là, à l'échelle de la planète, quand on voit ce qui se passe concernant Twitter X, les interventions de Monsieur Thierry Breton contre Elon Musk, etc., l'interdiction au Brésil, enfin c'est une bataille extrêmement importante parce que les dominants, et en Occident c'est le néolibéralisme, la plutocratie néolibérale, euh, veulent maîtriser le, la production de l'information. Ils veulent façonner le réel tel qu'eux, ils souhaitent que les gens le reçoivent. Les réseaux sont un formidable moyen de réinformation. Je suis bien d'accord, ils peuvent charrier le pire, mais comme par hasard, hein, les luttes des dominants, c'est contre les fausses informations et contre la haine. Hein, ben voyons. Bon, donc ça, c'est un combat important qui est mené contre la liberté d'expression et par conséquent contre la réinformation. Alors, l'affaire Durov, l'État français, après avoir donné la nationalité française à Pavel Durov quand il avait des ennuis avec Poutine. Hein, ah, un combattant de la liberté. Ah oui, sauf que maintenant, c'est plus un combattant de la liberté parce que Telegram est un outil important et précieux. Et précieux. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a arrêté, on lui a mis une collection invraisemblable de mise en examen sur le dos, on a incriminé pour tout un tas de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on fera peut-être une émission spécifique sur cette affaire quand on en saura un peu plus. Je pense que je demanderai à Slobodan Despot qui a bossé là-dessus. On a eu quelques échanges, on va essayer de faire quelque chose qui est susceptible de vous éclairer. J'ai bien dit susceptible, c'est pas gagné d'avance. Bon, mais ce à quoi je tiens, c'est de dire que la justice a accepté de faire le sale boulot. Hein, c'est clair.
Et donc, c'est très intéressant de voir que la façon dont ça s'est passé et le fait que la justice n'a pas eu besoin d'avoir des ordres. Elle n'a pas. C'est une de mes thèses, celle-là. C'est qu'elle est suffisamment elle-même politisée pour spontanément se mettre au service de la politique conduite par les dominants. Bien, réflexe de classe, si on veut, il y a une part idéologique, enfin, il y a tout un tas de raisons. On y reviendra pendant les podcasts. On ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus intéressant que quand on voit qui est venu au secours des magistrats pour dire ben non, mais pas du tout, c'est pas le pouvoir qui leur a demandé ça, ils sont indépendants. D'ailleurs, au contraire, ils ont caché ça à Macron. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Macron a pris quasiment le premier jour de l'arrestation de Duroff, il a pris à communiquer sur Twitter là, hein, pour dire non, 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 mais je suis pour rien. Bon, allons. Allons, et qui c'est qui est venu au secours hein, de cette arrestation de Duroff dans ces conditions? Eh ben, Charlie Hebdo, Mediapart, Le Canard enchaîné, tous ces faux opposants hein, qui sont depuis longtemps ralliés à l'atlantisme néoconservateur le plus cru. Bon, voilà pour ce qui concerne Pavel Durov. Donc, ce dont je voulais parler, c'était l'attitude des magistrats. Et puis, on va traverser la Manche et on va regarder comment la magistrature britannique a, c'est pas qu'elle a accepté, c'est que spontanément, elle s'est livrée à une répression féroce des couches populaires britanniques. Il y a eu une explosion hein, d'émeutes, il y a eu de la xénophobie, il y a eu évidemment du racisme aussi, hein, dans un pays qui est un petit peu brutalisé par cette situation. Je ne parle pas de l'événement déclencheur, de l'étincelle qui a mis le feu à la plaine, mais de la riposte. Alors naturellement, le gouvernement, vous savez, il y a un gouvernement de gauche. Oh, tout le monde, ici en France, hein, la gauche, elle a dit, oh, c'est magnifique, Starmer a gagné, c'est splendide. Féroce, la répression. Féroce. Alors, je ne parle même pas de ses positions internationales, hein, sur l'Ukraine, sur. Alors, il n'est pas spécialement pacifiste, l'homme de gauche. Hein, sur Gaza, bon, il n'y a rien à attendre de ce genre de personnage, et surtout de son gouvernement. Mais sur le plan de la façon dont il a orchestré, lancé la répression contre les couches populaires britanniques qui s'étaient révoltées ou qui ont. Alors, il y a eu des violences, incontestablement. Mais les peines de prison les pires, ça a été pour des tweets, pour des prises de position. Il y a quelqu'un qui a pris, je crois, presque 2 ans de prison ferme, si je ne m'abuse. Enfin bon, je dis ça, hein. Si quelqu'un me rectifie, ben, il me rectifie. C'est peut-être pas ça, parce qu'il y en a eu tellement. J'ai regardé ça, qu'il avait dit face aux policiers, vous n'êtes plus anglais. Vous n'êtes plus anglais, vous prenez le parti des étrangers, etc. Bon, boum, allez, au trou. Le fait d'avoir retweeté, d'avoir retransmis un tweet, ça amène en prison ferme. Donc, j'ai constaté que les magistrats britanniques, vous savez, ils mettent leur belle robe rouge, ils mettent leur perruque. Il y a eu des films qui ont été faits et ils ont donné des cours de morale à ces horribles Anglais qui osaient protester contre une politique d'immigration à laquelle ils sont opposés. Mais vous n'avez pas le droit, surtout que vous êtes des prolos anglais. Or, les couches supérieures britanniques, comme le dit Emmanuel Todd, et ce depuis le 19e siècle, professent vis-à-vis de ces couches populaires un véritable racisme social. Tout simplement. Ce sont des gens qui ne sont pas de la même race que nous. C'est différent chez nous, parce qu'il y a une forme d'universalisme, de républicanisme, mais ça commence un peu à venir. J'ai vu une interview de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais plus dans quel journal étranger, mais la façon dont il a qualifié les gens qui votaient pour le Front National, ça fait 11 millions de Français quand même, hein. C'était pas terrible. C'était pas terrible pour le moins. Mais pour l'instant, je ne parlerai pas de racisme social, mais je parlerai de mépris social et de défiance.
vis-à-vis des couches populaires. Donc, la magistrature française, quand il a fallu, elle était là, fidèle au poste, et elle a mis en place une répression féroce des Gilets jaunes, comme viennent de le faire les magistrats britanniques. C'est 3000 peines de prison ferme, ce sont, je veux dire, tout ce dont on a entendu parler, les acharnements, ce procureur se levant à Nîmes pour requérir contre un horrible gilet jaune en disant: «Plus le gilet est jaune, moins la matière est grise», tout content de son effet, voyez-vous? Hein? Frais émolu de l'École nationale de la magistrature où on n'a jamais vu un ouvrier, hein, jamais. Bon. Donc, voilà, c'est comme ça. Euh, les appareils judiciaires, et on en reparlera, de l'Occident, des pays occidentaux, et c'est la même chose en Allemagne, sont féroces. Ils sont féroces avec les couches populaires et ils amènent leur soutien au système et leur soutien aux dominants. On vit une période difficile, je pense, de recul important des libertés. On est en train de se diriger vers un néolibéralisme factieux. Eh bien, les appareils judiciaires respectifs des pays qui empruntent ce chemin sont parfaitement disponibles pour le faire. Pas besoin d'amener Marine Le Pen au pouvoir, les outils sont là. Voilà, bon, écoutez, c'est très pessimiste ce que je viens de dire, hein, mais c'est simplement pour que on se réveille, qu'on fasse attention. Hein. Donc, bien évidemment, moi je vais continuer ce combat-là. Je vous demande de me soutenir. À bientôt.